Voilà, vous avez un peu de temps pour poser des questions à nos orateurs qui sont très intranquilles de savoir lesquels vont tomber en premier. Et c'est ici. Si on peut descendre, Gemma. Merci vraiment, messieurs. Merci à tous les trois. J'étais un petit peu inquiète sur le programme de voir que René Friedman avait prévu 3 orateurs hommes pour équilibrer 5 oratrices femmes, dont je faisais partie tout à l'heure. Vraiment, je vous tire mon chapeau. Vous avez été magnifiques tous les 3. Je ne sais pas s'il faut dire tous les 4 en parlant de... ma question va au professeur Robert, mais en fait, monsieur Eric Orsena y a déjà répondu en partie. Monsieur Robert, j'ai été préoccupée par une toute petite phrase au milieu de votre magnifique topo qui disait que ce temps de la réanimation pouvait être un trou dans l'histoire d'une vie. Je pensais immédiatement à une réflexion qui était la nôtre dans le groupe d'éthique que je dirige à Montpellier, réflexion d'une grande psychanalyste, le docteur Anne-Marie Navon, à propos de la congélation de l'embryon. Je parle du cas où l'embryon congelé sera ensuite transféré dans l'utérus de la femme et qu'il deviendra un bébé et puis un enfant. Et Anne-Marie Navon posait la question de savoir comment il serait possible de raccrocher les 2 bouts de cette histoire, sachant qu'il y avait à un moment, disait-elle, un néant, un vide. Donc c'est à partir de cette réflexion que votre remarque m'a préoccupée. Est-ce que vous avez des... Alors, oui, monsieur Eric Orsena propose, si par malheur pour nous tous, il est obligé de séjourner chez vous, d'écrire ça après, sous forme de best-seller en plus. Donc, lui, il a trouvé le moyen de raccrocher les 2 bouts de son histoire. Mais pour les autres patients qui n'ont pas le don qui est le sien, est-ce que vous avez imaginé des possibilités de paroles, de récits, d'écriture permettant de faire le lien ? Merci de votre question. C'est bon. Merci de votre question. Alors pour le best-seller, il est déjà écrit puisque Philippe Labro, il a raconté dans son livre qui s'appelle La Traversée, une petite expérience qu'il a eue dans un service de réanimation fortement. Il n'y est pas resté très longtemps, mais il a vécu tout à fait ces histoires de rêves et en tant qu'écrivain, effectivement, il s'en est donné un cœur joie. Maintenant, ce qui est plus difficile à appréhender, c'est le début de votre question, c'est ce trou réa. Il y a des gens qui font un accident de voiture et puis ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne se souviennent plus de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé dans les minutes, des fois dans les dizaines de minutes et des fois encore plus avant, et donc ils ne se souviennent plus des circonstances de l'accident. Et ça, c'est très angoissant, mais c'est angoissant un peu comme l'inconnu auquel on n'est pas confronté. J'ai parlé des enfants en réanimation, et je ne suis pas psychiatre, je suis encore moins psychanalyste, mais ce que nous ont appris les psychiatres et ce que nous ont conseillé les psychiatres quand on s'est préoccupé de savoir est-ce qu'il faut que les enfants rentrent dans les services de réanimation, ils nous ont dit, de toute façon, les enfants, ils sont plus adultes que les adultes, et puis deuxièmement, il vaut mieux voir que d'imaginer. Et donc, c'est un petit peu ces choses-là. Et le 3e élément de réponse, ce qu'on fait maintenant dans les services de réanimation, c'est qu'on a un livre de bord. Alors, ce livre de bord, c'est, comme son nom l'indique, un petit carnet. Et puis, les familles qui viennent voir leurs proches, ils écrivent ce qui leur passe par la tête. Les soignants peuvent écrire quelque chose. Et puis, quand le malade sort du service de réa, on lui remet. Et alors là, c'est assez intéressant parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le regarder tout de suite, donc ils vont le garder pendant un certain temps, puis après, ils vont le feuilleter, etc. Alors pour l'instant, l'impact de ce livre de bord a l'air d'être très positif pour le retour sur la Terre, mais il faut encore examiner. Mais c'est une piste en tout cas. Merci. Juste un mot par rapport à l'embryon congelé, puisque vous l'avez évoqué. Il y a une autre réflexion qui est que les femmes ont des enfants, on va dire, à partir de la trentaine, maintenant, en moyenne. Et en fait, les ovocytes qui vont donner des enfants à partir de 30 ans, ça fait 30 ans qu'ils sont là. La notion de durée, elle est importante à ramener aussi par rapport à ce phénomène. C'est qu'une femme de 40 ans, ça fait 40 ans qu'elle a un ovocyte caché, pas au froid, mais au chaud, à 37 en tous les cas. Et donc, voilà, il y a un temps de constitution potentielle de l'individu.
moi, qui me frappe de plus en plus, c'est notre très grande connaissance de l'espace et notre infantilité en matière de temps. Et quand j'ai travaillé sur le Gulf Stream, deux éléments, c'est donc sur la vie, deux éléments m'ont frappé. D'abord que la mer n'est pas homogène, il y a des éléments, enfin ça, dans tous les sens, ça échange dans tous les sens, mais aussi qu'il y a plusieurs horloges à l'œuvre qui travaillent en même temps à des rythmes différents. C'est 6 heures, ça peut être 1200 ans, ça peut être 12 000 ans, et toutes ces interactions de temps expliquent énormément de choses. Et quand on va dans la situation actuelle, où vous voyez Daesh est enquisté dans le 8e siècle, en même temps que développant les techniques de communication les plus modernes. Et qu'est-ce que c'est que ces chocs de temps? Et quand vous voyez notamment avec la finance une accélération permanente, il y a toujours eu des métamorphoses. Simplement, les métamorphoses aujourd'hui, elles s'accumulent et à toute vitesse. Donc on n'a pas le temps d'apprendre une métamorphose que l'autre arrive immédiatement après. Donc la réflexion sur le temps, moi en tout cas, me passionne complètement. Sur les temps. Alors, est-ce que les robots ont la notion du temps? Oui, principalement au travers de la durée de vie de leur batterie. Mais Oui, mais lorsqu'ils sont hors batterie, est-ce qu'il faut quand même les chouchouter, parce que sinon c'est un peu comme l'ARIA? non, voilà, ce qui est ça qui est bien avec un robot, quand il est éteint et il ne fait plus rien. Et on peut dire du mal de lui dans son dos, il n'en fera pas des cauchemars toute sa vie. Moi, je voulais poser une question pour la réanimation. C'est déjà un sujet que nous avons eu le plaisir de discuter avec Didier Dreyfus sur l'émission de France Culture qui est passée le 6 décembre. Finalement, cette ouverture que vous avez fait, plusieurs d'entre vous, des services de réanimation qui étaient complètement blindés, qui étaient complètement très difficiles pour les familles, pour les autres personnes de rentrer à l'intérieur. Il y avait des heures de visite quasiment avec des chiens devant, parce que c'était plus absolu que partout ailleurs. Visiblement, vous avez ouvert. Et qu'est-ce qu'il en est résulté pour le personnel? Est-ce que s'est senti agressé d'être sous le regard, la nécessité donc de faire des gestes qui ne sont pas toujours simples, avec éventuellement, je dis bien éventuellement, un regard, enfin comment vous gérez, quelle est l'expérience de cela? C'est pour rassurer Eric que je dis ça. Je peux dire, c'est clair qu'au début, il y a une certaine réticence, une certaine inquiétude, on va être observé, on va être jugé, et puis finalement, on s'aperçoit assez vite que c'est plutôt le climat de confiance qui règne. Et donc, on a toujours la possibilité de faire sortir des familles au moment d'un soin ou au moment de quelque chose qui se passe dans la chambre. Et puis finalement, c'est de moins en moins automatique et les familles peuvent rester. Et puis finalement, après, on rentre dans une démarche, dans la démarche, le coup d'après est en train de se produire. C'est-à-dire jusqu'à présent, c'était les familles, on les informe, mais c'est pas eux qui décident. Et donc maintenant, finalement, on approche de quelque chose qui est, peut-être il faut évoluer vers, dans certaines situations, une décision partagée. Et pour que la décision partagée, il faut qu'elle soit comprise. Et pour qu'elle soit comprise, c'est plus pratique si les gens sont là et qu'ils ont vu comment ça se passait. Donc je dirais, en un, l'avantage, c'est la confiance. Et ça ne pose plus aucun problème aux soignants de faire rentrer les familles à toute heure du jour et de la nuit. C'est un peu moins fréquent la nuit, mais on fera en tout cas cette possibilité. Je rajoute que c'est plutôt les médecins qui étaient les plus réticents au départ, plus que les infirmières ou que les aides-soignantes. Et puis la deuxième chose, c'est une évolution de la société. Alors ça n'empêche pas les conflits de temps en temps, mais enfin en tout cas, il y a de la transparence et ça c'est essentiel.
Oui, au contraire. Oui, je partage entièrement, moi aussi qui fais de la réanimation, je partage entièrement le point de vue de René. Et je pense que cela permet de répartir aussi au sein de la journée, ou même de tout le nictémaire, l'intranquillité. C'est pas toujours simple de recevoir les familles qui sont angoissées. Et quand c'était cloisonné pendant un temps bref, eh bien, on prenait, et je suis d'accord avec René Robert, beaucoup les soignants prenaient d'un seul coup l'angoisse de tout l'entourage. Et donc là, on le répartit mieux, donc on y répond mieux. Et il y a eu un article assez récent, alors ça va encore plus loin, peut-être sera-t-il démenti, mais enfin il a été publié dans une excellente revue, qui avait montré que même pour des circonstances effrayantes, qui ne sont pas en réanimation, mais qui vont y conduire l'arrêt cardiaque hors d'un service de réanimation, lorsque les secours sont là, le SAMU, il semblerait que la présence des proches pendant les manœuvres eh bien, soit associé peut-être à moins de traumatisme. Ça méritera confirmation car une étude ne fait pas le printemps, hein, mais en tout cas c'est une source de réflexion par rapport à la pratique secrète que l'on pouvait avoir dans le temps. Je confirme, professeur, je me sens mieux. D'autres commentaires? À propos des... Oui, ici, c'est vous. Ah, j'ai pas... Quelqu'un le micro parce qu'on ne voit pas bien. À propos des robots, je voudrais savoir si M. Genin a eu l'occasion de lire le livre qui est assez récent de Serge Tisseron qui s'appelle « Quand mon robot m'aimera », où il explique qu'effectivement, dans la vivre, c'est aussi... l'intranquillité fait partie de la vie, fait partie des relations humaines, et que dans les relations du propriétaire du robot avec son robot dans lequel on aura fait entrer toutes les données de la personne avec autant que possible l'adaptation du robot à tous les désirs, tous les souhaits de la personne, on va complètement perdre cette intranquillité des relations humaines et le risque, c'est qu'effectivement les personnes se détacheront des relations humaines complexes, difficiles, imprévisibles, souvent angoissantes et se rapprocheront de plus en plus des relations avec leur robot qui ne leur fera pas de surprise et qui sera très tranquille, très agréable toute la journée. Oui, alors en effet, j'ai lu ce livre, d'autant plus qu'il commence par une charge assez brutale vis-à-vis de nos robots, mais bon, on a déjà eu l'occasion de s'en parler avec Serge Tisseron. C'est en effet, voilà, comme je disais, tout dépend de ce que vous voulez faire de votre robot. Si ça vous amuse, un robot qui est tout mou et qui vous rend tranquille, eh ben vous aurez un robot comme ça. En revanche, si vous voulez un robot qui vous surprend, voilà, vous pouvez aussi faire un robot qui vous surprend et un robot qui va vous maintenir en éveil. Moi, je pense que, comme disait Eric Orsena, la tranquillité, c'est pénible et les gens vont la fuir spontanément. Je pense qu'au bout d'un moment, eux-mêmes, ils s'ennuieront avec un robot qui est absolument... Le film Her est très bien dans ce sens-là. Je pense que j'y fais souvent référence parce qu'il y a justement cette intelligence artificielle très très aboutie qui va être tout le temps attentive à son utilisateur, qui va être parfaite, mais qui sait aussi manier un petit peu l'humour. Et le gars, on le sent pas malheureux, on le sent pas... voilà. Et donc c'est une très très bonne allégorie Bon, évidemment, c'est pas pour tout de suite, hein, tout ça. Mais ces questions méritent d'être posées maintenant, et c'est pour ça que c'est très bien que Serge Tisseron nous titille sur la question. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit, nous allons faire des robots de ce que nous voulons en faire. Si nous voulons des robots qui soient des bénis oui-oui, eh ben vous aurez ça. Mais je pense que les gens rapidement s'ennuieront, et puis ils chercheront d'autres moyens d'utiliser leurs robots. Éric Orsena. Oui, j'imagine la scène, c'est formidable. Il faut qu'on parle. Et alors, on dit, oui, il faut. Et qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai rien à te reprocher, mais je m'en vais. Et pourquoi? Je m'ennuie. Formidable. Il y a un Sacha Guitry à faire avec les robots. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe à la fin du film Her. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, l'intelligence artificielle, elle s'ennuie et puis elle s'en va et elle va voir autre chose. Enfin, elle s'ennuie, elle a quand même beaucoup à faire, hein, parce que de l'intimité avec l'un qui pensait être seul, elle en a 1000, l'intimité. Et lui, il est quand même assez déçu. Donc la déception du lien avec le robot qu'on croyait être seul à être aimé de ce robot, Her, H-E-R, donc il y a du sentiment contradictoire dans le lien avec le robot. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre façon de voir le film. Hein. Mais je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu, à le voir. Ça pose de très très bonnes questions, ce film aussi. Non, ça va être formidable. Une question ici. Je voulais vous poser une question. Derrière vous. Ah, aussi. non, je suis tout en haut là. Docteur Bruna, psychiatre, psychanalyste. Je me posais la question de comment finalement ressusciter dans de bonnes conditions. J'ai reçu plusieurs personnes qui ont eu des traumatismes très violents
qui ont perdu connaissance, qui se sont retrouvés en réanimation, en particulier une jeune fille, par exemple, qui faisait du ski et qui s'est pris quelqu'un qui lui est venu par derrière, qui lui a fait une embarrure sur le crâne et qui a perdu connaissance. Donc, elle n'a absolument rien vu venir et elle s'est retrouvée comme ça, du jour, dans la seconde, dans un trou noir. D'autres personnes qui, par contre, ont vu l'accident venir et qui après se sont retrouvées dans un trou noir. Et je me dis, finalement, la vie, c'est une succession d'incidents qui font coupure. Mais parfois, il y a des coupures qui sont plus profondes que d'autres et qui laissent difficilement la possibilité de faire un nouage entre le avant et le après. Donc, vous voyez, ma question, c'est comment arriver à accompagner ces gens pour leur permettre de faire un nouage entre le avant et le après. C'est pour ça qu'alors, docteur Robert, là, ce que vous proposez de faire un petit livre où il se passe peut-être quelque chose sur l'entre-deux est absolument une très bonne idée. Mais pour nous psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, vous voyez, il y a vraiment cette difficulté de recevoir ces patients et les accompagner dans ce travail-là. Ça, c'est valable pour les patients, mais c'est valable aussi pour les accompagnants. C'est-à-dire que les accompagnants pour qui il y a eu espoir, il n'y a pas eu vraiment de processus de deuil. Donc ils arrivent à retrouver la personne et à faire le nouage. Mais pour ceux qui ont vu, par exemple, leur enfant ou leur compagnon partir en réanimation avec perte d'espoir totale, amorce d'un deuil, quand ils retrouvent le compagnon, ils me disent « mais je culpabilise parce que je devrais être heureux de le retrouver, mais je ne le retrouve pas. J'arrive pas à retrouver celle que j'ai perdue et c'est plus comme avant. » Donc pour eux aussi, il y a ce travail de nouage à faire entre le avant et le après parce qu'il y a eu une coupure, vous voyez. Donc voilà, comment travailler quand la coupure a été trop nette et qu'il n'y a plus le lien entre l'avant et l'après? Alors je dois dire, c'est marrant en quelque sorte que ce soit un psychiatre qui me pose la question, parce que moi c'est la question que j'aurais eu envie de poser au psychiatre depuis... Néanmoins, on commence à réfléchir à ça, c'est-à-dire, je fais une toute petite allusion dans le topo, c'est après la réa, qu'est-ce qu'on fait? Et si on se concentre uniquement sur les manifestations, on va dire, neuropsychologiques, comment aider les patients après? Et qui doit s'en occuper? Alors on pourrait dire, c'est pas le réanimateur, moi j'ai fini mon job, le patient il rentre chez lui, c'est plus à moi de m'en occuper. Ouais, mais alors après, le psychiatre, et je reprends votre question, il dit, moi je découvre ça, mais moi je ne sais pas ce que c'est que la réanimation, je n'ai pas la connaissance de tout ce que vous avez raconté sur les souvenirs, sur la mémoire, sur le trou, etc. Donc je reçois ça comme des facettes. Et donc j'imagine, et on commence à essayer de le faire, à organiser des consultations ou des hospitalisations en hôpital de jour, où justement on pourrait avoir, et peut-être c'est une des solutions, une consultation multidisciplinaire où le réanimateur est là pour coordonner et raconter ce qui s'est passé, mais il a avec lui le psychologue ou le psychiatre, et puis d'autres spécialistes d'organes, parce qu'il n'y a pas que la tête qui a souffert, même si en apparence c'est guéri. Oui, pour commenter un petit peu dans le sens que vous disiez, c'est vrai que quand on parle avec les familles, la plupart du temps, les relations sont très apaisées, quelle que soit l'angoisse majeure que les proches peuvent avoir. Et puis de temps en temps, on peut être dans le conflit. C'est assez rare, mais c'est souvent autour de la difficulté d'envisager le deuil, la difficulté d'envisager la réalité, donc une fuite à travers des mécanismes de protection. Et à l'inverse, de temps en temps, une adhésion énorme à un deuil qui semblerait inéluctable. Et moi, j'ai le souvenir d'un entourage avec qui on a eu des gros soucis au moment où le malade a commencé à aller mieux. Parce que c'était quasiment inespéré. Et je crois que cette famille avait commencé déjà à faire son deuil. Le malade s'est mis à aller mieux. Et là, on a commencé à avoir des soucis relationnels. Donc, ce qui montre que de temps en temps, effectivement, on anticipe pas toujours aussi bien qu'on le devrait ou qu'on le pourrait avec les moyens que l'on a. Bonjour, Jean-Pascal Bénureau, psychiatre. Une question pour Rodolphe Gélin. En voyant vos robots, là, le grand robot humanoïde de profil, je me suis dit qu'il était très prognate. Et je me suis demandé ce qui avait précédé à ce choix de faire un robot dont la tête faisait plus penser à celle d'un singe que celle d'un homme.
Alors, c'est un sujet délicat, parce que Roméo a connu plusieurs visages, et à l'époque, Bruno Maisonnier, le fondateur, était encore là, et il a beaucoup travaillé sur le visage de ce robot, et on avait fini avec un visage qui était beaucoup moins simiesque que celui-là, assez mignon, et il a vu le designer, il a dit non, il faut revoir quelque chose, et donc il est arrivé à cette forme-là, et en y réfléchissant, en fait, il a fait un peu la même mâchoire que lui. Donc je pense que... parce qu'il a une forte mâchoire comme ça, et donc je pense qu'il s'est un peu projeté dans le visage du robot. Donc c'est probablement un des axes sur lesquels il faut qu'on retravaille ce... Mais ça le type un peu, et ça le donne un côté un peu moins lisse que... Oui, moi j'avais une question un petit peu dans la continuité de ce qu'on a dit et dans la continuité des services de réanimation, pour savoir si vous aviez une réflexion autour des patients qui se retrouvent en état végétatif, de l'intranquillité pour les patients, pour les soignants, pour les familles, et un petit peu aussi dans ce qu'on disait ce matin autour de la visibilité, de la transparence du corps. Enfin voilà. Ok, bon. Là, on rentre dans tout à fait un autre domaine, mais auquel effectivement on est confronté de temps en temps dans les unités de réanimation. Et dans les points clés, c'est transparence avec l'entourage sur nos pensées, nos choix ou nos propositions de choix. La deuxième chose, c'est là qu'interviennent, si on peut les savoir, mais le problème n'est pas simple, directives anticipées, c'est-à-dire qu'est-ce que aurait voulu le patient qu'on fasse dans cette situation-là. Un troisième point, peut-être derrière votre question, il y a ça aussi, c'est de savoir, est-ce qu'on a une idée de la souffrance potentielle de quelqu'un qui est dans un état post-relationnel ou végétatif avec des fonctions cérébrales extrêmement altérées. Bon, il y a des recherches qui sont faites en ce moment avec de l'IRM fonctionnel et des techniques très, très particulières. Et puis après, il y a également la réflexion sur une notion qui ne peut être que subjective, qui s'appelle la qualité de la vie. Et donc là, on est entre des interfaces où tourne autour qualité de la vie, acharnement thérapeutique, non-obstination déraisonnable. C'est un sujet de débat à soi seul, quoi. Donc c'est assez difficile de répondre en quelques minutes à cette question, si ce n'est qu'en mettant en exergue les différents acteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour nous aider à prendre des décisions. La réflexion éthique, c'est majeur, mais après, il faut qu'on ait aussi une éthique qui ne soit pas bloquante. Bien, je vous propose de rester sur ces paroles pour continuer la réflexion, remercier nos orateurs, vous donner rendez-vous un petit peu avant 2h en demandant à notre dessinateur, Si Ahmed, de bien vouloir nous présenter les croquis de ce matin, sur lesquels vous reconnaîtrez sans doute les grandes figures. Et donc à 2h, un petit peu avant 2h, le temps de s'installer avec les dessins pour continuer cette journée intranquille mais debout.